Bonjour, bienvenue sur The Backstage, le showcast où l'on explore les coulisses de l'art de l'incarnation et la création d'une marque personnelle via le prisme des artistes du spectacle vivant. Pour m'accompagner dans cet épisode, je me tourne vers Luc Chambon. Luc est comédien, metteur en scène, mais aussi formateur spécialisé en communication et prise de parole, voix off, doublage et j'en passe. Bonjour Luc, bienvenue. Est-ce que tu vas bien ? Mais oui, merci beaucoup. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour Marie-Camille et bonjour à ton invité. Oui, sans plus tarder, il est une icône de l'humour de la scène helvétique et au-delà, il est comédien, danseur, chanteur, auteur. Il est l'homme derrière un personnage qui a marqué plusieurs générations. Je suis très impressionnée de recevoir aujourd'hui Joseph Gorgoni. Bonjour Joseph. Bonjour, merci de m'inviter, de me recevoir. Merci de répondre à notre invitation parce que vous êtes au milieu d'une tournée qui fait Qui marche bien. Oui, Oui, c'est les 30 ans de Marie-Thérèse. Je recommence là, la semaine prochaine à Delémont et puis ça va jusqu'au mois de juin. Ouais. Et on est venu vous voir et on arrive toutes les 12 ou 14 secondes. Il y a une standing ovation à la fin, donc c'est à guichet fermé. Quasiment partout, ouais, j'ai beaucoup de chance, oui. Oui, ce qui est fou, c'est que ça fait tellement longtemps que ce personnage existe et c'est incroyable que ça continue, quoi. Ouais. Et moi, je m'amuse beaucoup, j'ai beaucoup de chance. Alors, ça me donne la transition justement pour se poser. On se pose évidemment la question, on n'a pas toujours la réponse de savoir pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça, pourquoi est-ce qu'une marque fonctionne. Alors là, si on avait la réponse, je pense que tout le monde ferait des succès partout, tout le temps. Non, c'est très mystérieux tout ça. Pourquoi un personnage comme celui-là ou comme un autre, la rencontre avec un public comme ça, c'est complètement... Alors, il y a beaucoup de travail, évidemment, hein, ça tombe pas du ciel. On va en parler. On travaille beaucoup, mais il y a une espèce de mystère autour de ça. On ne sait pas pourquoi ça fonctionne pas. Alors nous, on aimerait bien avoir des clés quand même, parce que si on ne sait pas comment ça fonctionne... Alors, on a imaginé des points cardinaux pour s'orienter dans la création d'une marque, de sa marque personnelle, en fait. Il ne s'agit pas forcément de quelque chose de commercial. Hein. Et on a mis au centre l'intention. Et en fait, chaque prise de parole, chaque action devrait être motivée par une intention. Est-ce que comment ça se passe chez les comédiens ? Chez les comédiens, je ne sais pas, je peux parler pour moi. Moi, j'étais danseur, j'ai beaucoup chanté, j'ai fait de la comédie musicale, et puis on a inventé ce personnage dans la Revue Genevoise il y a maintenant 32 ans, c'était en 93. Moi, mon intention, c'est de faire rire les gens, d'amuser les gens, et puis d'être le plus sincère possible. C'est-à-dire que c'est des questions que je me suis jamais vraiment posées, en fait, parce que quand on a commencé à décider d'écrire un spectacle, on avait une histoire à raconter, puis ça nous amusait, ça nous faisait marrer, quoi. Ça veut dire que dans une prise de parole, il faut quand même qu'on ait à l'avance un peu décidé ce qu'on avait envie de partager et pourquoi on venait. Oui. Alors, par rapport aux entreprises, je sais pas, en tout cas, moi, quand je prends la parole, quand je viens sur scène, alors pas là, parce que là, je sais pas les questions que vous allez me poser, mais... Ouais. Quand je suis sur scène et que je prépare un spectacle, moi, j'arrive préparé. Je ne suis pas du tout un artiste qui improvise, par exemple. Ce n'est pas mon truc. Donc ça, effectivement, là, il y a aussi beaucoup de travail. On va en parler aussi un petit peu plus tard, parce qu'évidemment qu'une prise de parole, ça se prépare. Ça se prépare et souvent, les gens se disent « mais ça va aller ». Et je pense qu'il faut se préparer un minimum, quoi. Il ne faut pas négliger la préparation. Je ne crois pas. Comment est-ce que vous considérez, à quel moment vous considérez être prêt, justement ? Mais moi, j'ai toujours l'impression... Quand arrive la première, j'ai l'impression que je ne suis pas prêt. Mais ça, je crois que c'est un sentiment. Vous étiez chanteuse, j'imagine que c'est à peu près pareil. Le trac détruit tout, ou arrange tout. Enfin, à partir du moment où on sait un spectacle, on sait tout par cœur, 5 minutes avant le lever de rideau, on se dit, mais qu'est-ce que je dis là ? On est complètement perdu parce qu'il y a le trac. C'est ça qui fait aussi la magie du spectacle vivant. Donc, il y a des trucs, j'imagine ? Alors, moi, je n'ai pas de trucs. Je me lance. Je ne prends pas de trucs avant. Un temps, je prenais une toute petite goutte de whisky il y a très longtemps, mais j'ai arrêté très vite. Ça m'est arrivé de sentir des odeurs d'alcool parfois sur des bords de plateau. Oui, c'est ça. Non, alors moi, j'ai vite arrêté parce que je me suis rendu compte que ça devenait presque nécessaire. Donc, Non, moi, après, c'est le rire des gens qui fait que moi, je fais des spectacles d'humour. À partir du moment où le premier rire, on est un peu rassuré quand même.
Et puis, je me sens prêt à partir de la 50e ou 60e, peut-être, où je suis vraiment très à l'aise. Ouais, ça, c'est vraiment une chance de pouvoir avoir Jouer autant longtemps, de ouais. spectacles parce qu'on arrive à faire maturer quelque chose. Mais C'est sûr. Ouais. à l'opéra, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a Vous pas jouez beaucoup. peu, hein. Ouais, on joue peu, ouais. Ouais. Mais Luc, justement, est-ce que toi, par rapport du coup, tu peux nous donner ton expérience par rapport aux techniques track. oui, le track, comment est-ce qu'on se prépare, comment est-ce que... Comme l'a dit Joseph tout à l'heure à propos du succès, s'il y avait un truc pour le track, on le saurait. Moi, je bois pas d'alcool parce que c'est très mauvais pour l'élocution. En revanche, je me raccroche à une idée selon laquelle le track, c'est un peu comme un morceau de sucre dans votre café. Il va se dissoudre très vite et il va vous donner un peu d'énergie. Et puis dans l'action, on oublie tout ça et on est concentré sur ce qu'on a à faire et ça déroule. Et puis effectivement, les accusés de réception que nous renvoie le public nous font oublier cette trouille qu'on a avant et qui nous fait dire mais qu'est-ce que je fous là, mon Oui, Dieu, c'est ça. si j'avais plus bossé à l'école, j'en serais pas là, etc., etc., etc. Mais alors, qu'est-ce que tu peux conseiller alors pour les gens qui nous écoutent, qui Eh ont bien, parfois peur de prendre eh la bien, parole? eh bien, comme l'a dit notre prestigieuse invitée, se préparer. Euh, j'ai un petit gimmick comme ça, je dirais oublier de se préparer, c'est se préparer à être oublié. Et je crois que c'est très vrai, y compris dans la vraie vie. Quand on a un truc important à faire, et le track souvent nous rappelle que ce qu'on fait est important, qu'il a de la valeur, il faut se préparer. C'est Churchill qui disait un discours improvisé, ça se prépare 3 fois, ça se répète 3 fois. Et je crois qu'il a raison. En fait, pour atteindre une certaine forme de qualité, il faut avoir une maîtrise. La qualité et la maîtrise, ça va ensemble. Oui, alors, Donc c'est du travail, c'est du temps. effectivement, oui. Alors, avant de continuer là-dessus, est-ce qu'on peut parler un tout petit peu d'authenticité? C'est un mot qui est souvent galvaudé, l'authenticité. Alors, bon, moi j'ai une petite définition, c'est la capacité à exprimer et à incarner sa véritable nature sans filtre excessif ni artifice. C'est la cohérence entre ce que l'on pense et ce que l'on ressent, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Alors, est-ce qu'on peut aborder là, parce que c'est une question d'incarnation, est-ce qu'on peut aborder le thème du surjeu? Ah oui, alors moi je connais, enfin malheureusement je connais ça. Ouais. J'ai connu ça quand j'ai fait mon spectacle, j'étais pas en Marie-Thérèse le premier à Azouk, où c'était un spectacle qui était évidemment très sincère, enfin j'essayais en tout cas d'être le plus sincère possible, ce qui est assez difficile quand on est sur scène et qu'on a des fois 1000 personnes en face. On essaie d'être le plus naturel possible, mais pour moi en tout cas c'était très difficile. Je pense y être parvenu, et puis après une 50aine de représentations, j'ai dit à Pierre Naftul à l'époque, il faut qu'on arrête ce spectacle parce que je ne suis plus sincère. Je me voyais jouer. Ouais. Je voyais, j'avais des trucs que je déteste voir chez les autres, des espèces de fausses connivences avec le public, comme si je découvrais mon texte et que ça me faisait rire tout d'un coup. Enfin, c'était ridicule, et j'ai dit à Pierre, il faut qu'on arrête, et on a arrêté. Quand c'est Marie-Thérèse, c'est pas pareil, parce que Marie-Thérèse, plus j'en fais, mieux, plus c'est drôle. Mais c'est vrai que la sincérité sur scène, c'est quelque chose d'important. Moi, je pense que c'est pour ça que ça fonctionne. Si on n'est pas sincère, tant qu'on est sincère, ça fonctionne. Et justement, par rapport au surjeu, je fais une petite parenthèse, je vous ai vu sur des scènes à côté en Marie-Thérèse, à côté d'autres personnes. Ouais. Et en fait, Marie-Thérèse, elle a un jeu tellement fort et une personnalité tellement forte que les pauvres qui qui sont à côté, et c'est dur pour eux. C'est difficile d'exister sur scène à côté de Marie-Thérèse, parce que c'est vrai que le personnage est tellement puissant, quoi. Mais ça, c'est un truc qui me dépasse un peu aussi. Ouais. Mais ce qu'il faut, en tout cas, quand ça fonctionne, j'ai fait des spectacles avec d'autres personnes, c'est des clowns blancs, en fait. Si les gens veulent être aussi drôles que Marie-Thérèse, ça marche pas. Il y a un côté auguste, clown blanc, comme... Voilà. À partir du moment où les gens acceptent de me servir un peu la soupe, ça marche très bien. Mais, c'est un peu obligatoire avec Marie-Thérèse. Sinon c'est vraiment très difficile de... Et est-ce que vous avez l'expérience, du coup, en Joseph? Comment ça se passe? Quand vous êtes en Joseph, vous avez fait que du one-man show? Oui. J'ai fait quelques pièces de théâtre à l'époque, mais c'était des personnages. Moi, les 2 spectacles que j'ai faits en moi, c'est très bizarre de dire ça, de Azouk et Transplanté, c'est des choses qui étaient très intimes. Donc, pour moi, c'était compliqué parce que je me suis pas jamais caché derrière Marie-Thérèse, mais tout d'un coup, on arrive sur scène un peu nu, quoi. Quand je dansais, j'étais comme ça, mais j'avais pas de texte. Et là, pour moi, c'était important que les gens qui me connaissent bien dans la vie me retrouvent sur scène. J'avais pas envie de jouer à être moi. Donc là, les comédiens, ils doivent s'habituer. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote à partager par rapport à ça et à la pudeur.
J'avais discuté une fois avec une danseuse professionnelle, classique, qui m'avait dit à la fin de sa carrière, vers 30 ans, Ouais, c'est triste. elle m'avait dit j'ai voulu chanter et j'ai voulu voir si je pouvais faire quelque chose dans le chant. Et alors, c'était aussi du chant classique. Et elle m'a dit c'est la chose, en fait, la plus impudique que j'ai jamais fait. Ah, la voix. Donc, la voix. Mais vous qui avez dansé, chanté, qui utilisez votre voix, qu'est-ce que ça raconte Pourquoi est-ce qu'il y a cette pudeur Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas Parce que la voix, c'est quelque chose de très intime. Enfin, on reconnaît des gens qui chantent au grain de leur voix. Je sais pas, je prends des exemples comme Klaus Nomi, par exemple, Nina Hagen, ou les gens que j'aime, Björk, Vanessa Paradis. C'est des gens, on les reconnaît tout de suite. Les signatures vocales, c'est quelque chose de... Donc il faut accepter, il faut s'approprier cette voix, il faut la... il faut être, comme, encore une fois, je crois, le plus sensible. Moi, j'ai toujours chanté, j'ai toujours adoré chanter. Mais c'est vrai, quand j'ai chanté dans le Hazouk, où j'étais pas en Marie-Thérèse, les premières fois, j'étais très traqueux par rapport à ça, parce que voilà. Pourtant, je chante, tout le monde me dit que je chante, je sais chanter. Ouais. Mais j'étais très... Oui, je me disais, mais comment les gens vont trouver ma voix? Ils n'ont pas l'habitude. Est-ce que ça... C'est très curieux, la voix. C'est quelque chose de très... Oui, c'est assez impudique. C'est comme s'il n'y avait pas d'instrument, en fait. Moi, pour avoir parlé aussi avec des instrumentistes, les instrumentistes, même si je ne veux pas du tout minorer leur performance, mais ils disent quand même qu'entre eux et le public, il y a un instrument. Et là, entre un comédien ou un chanteur et le public, on est direct sur la voix, il n'y a aucune... Ouais, c'est ça, c'est la voix, et puis ça trahit beaucoup de choses, la voix. Si on est traqueux, ça s'entend, on a la bouche sèche. D'ailleurs, ouais. Et donc, les gens, justement, qui doivent prendre la parole en public et qui ont ce genre de... C'est toujours la même chose, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut qu'ils soient un petit peu préparés, puis surtout, essayer de... Le track, c'est difficile de maîtriser le track, en fait. C'est un truc, surtout quand on n'a pas l'habitude. Quand, je sais pas, un chef d'entreprise doit prendre la parole devant ses employés pour leur annoncer des bonnes ou des mauvaises nouvelles, j'imagine que quand on n'a pas l'habitude, ça doit être un peu chaud. Hein. Mm-hmm. Mais je ne sais pas trop quoi leur dire. Ouais, c'est sûr. Bon, il y a la respiration, c'est quelque chose qui vous... parce que la respiration, c'est... Luc, tu es avec nous, et donc par rapport à ça, par rapport à la voix... comment est-ce que... D'ailleurs, toi, comment est-ce que ta voix, à toi, comment est-ce que tu la vis? Je la vis plutôt bien parce que j'en vis d'abord. C'est aussi un outil de travail. Et j'aime bien la phrase de Gérard Bauer qui dit « La voix est un second visage. Et à l'instar d'un visage, une voix, on peut la maquiller. » C'est ce que fait Joseph quand il apparaît en Marie-Thérèse. Et il maîtrise sa voix. Et la voix colle parfaitement à la personnalité. Une voix bien placée, c'est une voix qui raconte quelqu'un. Et je trouve ça très intéressant. Et pour le chant, j'imagine que c'est ce qui nous rend, c'est ce qui nous touche chaque fois qu'on chante et chaque fois qu'on entend chanter quelqu'un. Moi, si je me mets à chanter, les larmes vont monter parce que ça nous met en prise avec quelque chose d'extrêmement sensible et profond qui s'appelle la personnalité, la singularité, la personnalité. Et je crois que pour revenir à cette authenticité dont on parlait tout à l'heure, de cette singularité, je crois que notre travail d'artiste sur scène, qui va à la rencontre d'un public, c'est d'essayer que notre travail nous fasse passer de faire l'intéressant à être intéressant. En fait, voilà, c'est ce chemin que le travail nous permet d'accomplir et pour finalement toucher les gens dans toute notre sincérité, y compris lorsque l'on joue un personnage. Parce qu'en fait, nous, on n'est pas très intéressant, sauf quand on vit des trucs incroyables comme Joseph a pu en vivre. D'ailleurs, j'ai trouvé une citation qui vous irait très bien, Joseph, c'est « Je crois que mourir, c'est vraiment la dernière chose à faire. » Oui, mais ça va arriver un jour. Mais effectivement, c'est vrai, je pense que quand on est seul en scène, il faut avoir quelque chose à raconter. Il y a beaucoup de stand-up, c'est très à la mode en ce moment. Alors, il y en a plein qui sont très bien, mais il y a aussi plein de gens qui racontent des trucs dont on se fout totalement. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui va aller prendre la parole, que ce soit ou pour vendre quelque chose, ou pour présenter quelque chose, ou pour annoncer quelque chose, il faut vraiment qu'il ait cette motivation profonde et puis avoir quelque chose de précis en tête à partager. Moi, je crois. Il faut travailler beaucoup là-dessus. Moi, je crois que c'est ça qu'il faut faire pour les gens qui sont un petit peu... qui ont un petit peu de mal avec toutes ces choses-là, oui. Alors justement, puisqu'on parle de ça et de l'écriture, quelqu'un qui va préparer un speech, quelqu'un qui va préparer une conférence,
comment ça se passe pour vous, pour l'écriture? Est-ce qu'il y a une méthodologie? Est-ce qu'il y a un planning quand vous écrivez un spectacle? Alors, quand je travaille seul, en l'occurrence, quand j'ai écrit Transplanté, ça, j'ai fait ça tout seul. Ouais. Donc là, c'était moi, je faisais ce qui me venait à la tête, enfin, tous les souvenirs que j'avais, essayer de retranscrire le plus sincèrement possible tout ce que j'avais vécu, avec toujours cette espèce de second degré pour essayer de faire rire les gens. Donc là, il n'y avait pas de règle. Je faisais ça quand j'avais le temps, quand j'avais la force de pouvoir le faire. Quand on écrit Marie-Thérèse, alors j'ai toujours écrit à 4 mains avec Pierre Naftul à l'époque. Et puis quand il est tombé malade, je travaille maintenant avec Sébastien Cortési. Et oui, on se fait des espèces d'horaires, quoi. Des horaires de bureau. Un peu, on se dit on va à 10 heures. On essaye de faire en sorte qu'on travaille, je sais pas, 5-6 heures. Mais ça dépend. Après, ça dépend de l'inspiration. Ça dépend de... Mais on part toujours avec une idée. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas quelque part, on se dit bon, alors qu'est-ce qu'on va raconter? Moi, j'ai la chance, en tout cas jusqu'à présent, d'avoir fait des spectacles parce que j'avais envie de raconter quelque chose. J'ai jamais fait de spectacle parce qu'il fallait en faire. Donc, il y a un déclencheur particulier à ça ou il y a... Oui, tout d'un coup, on se dit, si on imaginait Marie-Thérèse, je sais pas, qui tombe amoureuse d'un Suisse allemand, enfin des bêtises comme ça, qui se disent ça, il y a quelque chose à faire là-dessus. Ouais. Là, je vais refaire le CNI et forcément, plein d'idées viennent parce que Marie-Thérèse, enfin, on peut tout faire avec Marie-Thérèse, c'est ça qui est formidable. C'est infini, quoi. Elle a encore une longue vie devant elle. Je sais pas, en tout cas, tant que j'en aurai envie, je crois, on continuera, mais il n'y a pas vraiment de... Oui, on essaie de se faire des horaires assez carrés quand même. Et puis il y a des jours où on trouve plein de choses et puis d'autres où on est complètement déprimé parce que rien ne vient. C'est une question d'aspiration. C'est ça. Et alors dans ce cas, alors c'est quelque chose qui peut aider aussi les personnes qui nous écoutent. L'inspiration. Est-ce que quand on doit incarner un personnage dans une entreprise, quel qu'il soit, est-ce qu'on peut penser à un personnage ou du monde politique ou du spectacle ou de quelque chose qui va nous inspirer par rapport à un langage corporel, par rapport à une façon d'être, par rapport à une certaine vibration? Ah, peut-être. Alors ça, c'est difficile pour moi. Parce que vous avez souvent dit que vous aviez été très inspiré par Klaus Nomi. Ah oui. Alors l'inspiration... Dans notre métier, je crois que c'est très important. Oui. Est-ce que Zouk, vous avez capté des choses qui Mais Zouk, oui, transparaissent? Zouk, pour moi, je dis ça toujours, pour moi, c'est une école. Je pense qu'il y a... Les jeunes ne savent plus qui est Zouk, mais je pense que les gens comme Valérie Lemercier, Robin, enfin toutes les femmes qui ont fait de l'humour, forcément, elles aiment Zouk, c'est sûr, ça se voit, parce qu'il y a une manière de faire, une vérité qui vous saute à la gueule, quoi. Je suis désolé de parler comme ça, mais... Moi, quand j'étais petit, j'ai vu Zouk, je sais pas, je devais avoir 10 ans la première fois à la télévision. Ça m'a enfin, je sais pas comment vous dire. Je me suis dit, mais cette dame est incroyable. Ça transperce. On dirait ma grand-mère. Enfin, il y a une espèce de vérité comme ça qui m'a plu immédiatement. Klaus Nomi, pareil, Nina Hagen, tous ces gens. Mais ces gens, on a l'impression même qu'ils ont du mal à s'en remettre, en fait, de ça. C'est parce qu'ils sont... D'être à ce point engagés, en fait. Oui, ils se donnent totalement, ils sont d'une liberté folle. Et... dans l'opéra, par exemple, ça peut paraître un peu bateau, mais pour moi, Maria Callas, dont on parle encore alors qu'elle est morte, il y avait ça. Il y avait cette espèce... Alors, c'était peut-être pas la plus grande chanteuse du monde, mais elle avait une espèce de vérité. Je pense que ça l'a tuée. Alors, j'exagère peut-être un peu, mais... Oui, tellement engagée dans son art et dans son besoin de transmettre que... Ça, pour moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Alors, je me mets pas du tout à ce niveau-là, mais j'ai beaucoup... Quand je vais voir un spectacle qui me transporte comme ça... J'ai vu Diane Dufresne aussi, je me souviens au Théâtre du Châtelet il y a très longtemps. On ressort, on n'est pas pareil, quoi. Et ça me parle, moi. Mais c'est des trucs je pense pas qu'elle se dise, je vais rendre les... C'est comme ça, c'est des choses qui... C'est des natures. C'est difficile d'expliquer ça. Et Luc, est-ce qu'il y a des personnages comme ça ou qui t'inspirent ou qui t'ont particulièrement marqué? Alors oui, les personnages marquants, toute notre enfance en est peuplée. D'ailleurs, les enfants fonctionnent par mimétisme. Dans leurs premières années de leur vie, et quand ils trouvent à s'exprimer dans un talent particulier, comme Joseph l'a pu le faire avec les perruques du coiffeur de son quartier et le rouge à lèvres de sa maman, comme il le raconte, on s'inspire, les enfants sont des copieurs, ils copient jusqu'à trouver leur personnage. Moi, je pense... quand j'ai vu Marie-Thérèse, j'ai pensé à De Funès, quoi, ce personnage. C'est un grand hommage que je lui fais à Marie-Thérèse, parce que De Funès, pour moi, c'est une sorte de modèle d'être centrifuge comme ça, et puis méchant, quoi, négatif, mais tellement drôle. Et effectivement, le meilleur des clowns blancs qu'on puisse adjoindre à De Funès, c'est Paul Prébois, qui a pas beaucoup de texte et qui était le seul sur les plateaux à pouvoir partager une idée de mise en scène ou une idée de ressort comique avec lui.
Voilà, donc oui, copier, essayer de ressembler à nos modèles, c'est une très très bonne piste de progression, je crois. Moi, quand je fais faire de la prise de parole aux gens, je leur dis, mais essayez de ressembler aux gens que vous admirez, vous allez voir, vous allez trouver des ressources incroyables. Le Donc désir mimétique, c'est un truc qui est très très puissant. chacun pourrait peut-être s'interroger justement sur ça et se demander qui est-ce qui pourrait être inspirant pour eux, pour arriver à cheminer, pour arriver à progresser, évoluer dans leur confiance et dans l'incarnation de leur propre personne, parce qu'il ne s'agit pas de jouer quelqu'un d'autre, mais c'est se trouver en étant inspiré par quelqu'un qui nous met sur la voie. Oui, je crois, oui, mais c'est peut-être aussi ça qui est difficile, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont tellement peu confiance en eux que, c'est très bien de leur dire, essayez de vous inspirer de ce que vous connaissez, de ce que vous aimez, mais il ne faut pas oublier de rester soi-même non plus. C'est ça. Parce que sinon, c'est pas... Comme disait Oscar Wilde, soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Oui, c'est bien, il disait des trucs bien, Oscar Wilde. Alors, c'est un sacré bonhomme, ouais. Donc, j'ai quand même des petites questions techniques, parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui meurent d'envie de savoir ça. Avant d'entrer en scène, est-ce que vous avez une technique pour la voix, pour le corps, pour la concentration, pour le trac? Parce que la voix, quand même, on n'arrive pas, on ne fait pas... ou Marie-Thérèse ou Joseph, qui chantent beaucoup sur scène, j'espère que vous chauffez un peu la voix quand même. Je me chauffe un peu, mais pas tant que ça. C'est vrai? J'essaye de ne pas trop me prendre la tête avec ça, parce que dès que j'y pense, j'ai des problèmes. Donc j'essaie d'être... Alors vous avez une facilité incroyable, parce que... Non, mais ça c'est vrai. C'est fou. Ma voix, moi j'ai jamais pris de cours de chant, par exemple. C'est incroyable. Ma voix, elle est placée... C'est très curieux. Ouais. Je trouve ça scandaleux qu'il n'y ait jamais eu aucun cours. Je sais, je suis désolé. Je suis extrêmement jaloux. Voilà. Je raccroche. Oui, il y a quelque chose d'énorme. Ça fait quelques mois que chanter, c'est vraiment ce que je préfère faire. Donc je me prépare, je me chauffe un peu le corps, je me tire un peu les jambes, mais j'essaye de pas trop me prendre la tête avec ça. Et puis, ce que j'aime bien, c'est qu'on me laisse tranquille 10-15 minutes avant. En général, quand il y a les théâtres où je joue, il y a des rideaux. Donc, je suis sur scène, j'écoute un petit peu la salle. J'aime bien ça. Et à ce moment-là, j'aime bien être seul. Mais bon, ça peut arriver que les gens viennent me dire des trucs. Je vais pas les envoyer péter, mais en général, les gens qui travaillent avec moi savent que 15 minutes avant, j'aime bien qu'on me laisse tranquille. Quoi. Mais j'ai pas d'autres gris-gris, des choses comme ça. D'accord. Donc ça, c'est intéressant à entendre pour les gens qui nous écoutent, justement, avant une échéance, avant quelque chose, justement, ce temps de concentration. Oui, je crois. Alors après, c'est très personnel. Tout ça, il y a des gens qui ont besoin de parler, de s'agiter, de boire ou de je sais pas quoi. Mais moi, mon truc, je pense que de se retrouver juste avec soi-même un tout petit peu avant l'événement, je pense que ça peut être bien. Ouais. Et alors, j'ai une autre question. Est-ce qu'il y a un truc technique que vous avez et qui reste invisible aux yeux du public? Non. Par exemple, moi, quand je chantais, j'avais un truc technique qui était... c'est-à-dire, les chanteurs, ils doivent avoir une grande conscience de la mesure, avec les temps dans la mesure. Et pour me rassurer, j'ai longtemps battu la mesure avec mon pouce sur mon doigt. Et je voyais... Donc maintenant, je le dis parce que je m'en fiche. Mais il y a pas mal de photos ou de documents où on voit mon pouce sur mon index parce que en fait, je bouge pas, je décolle comme ça. Donc ça, c'est un truc technique. Ah oui, si ça peut aider. Oui, même si ça se voit, c'est pas grave, je crois. Ouais. Mais l'opéra, c'est quand même pas la même chose que ce que je fais. Enfin, vous n'êtes pas seul, il y a l'orchestre. Enfin, les partitions musicales sont quand même extrêmement compliquées. Enfin. Oui, mais quelque part, on est dans un cadre, on est guidé. Oui, on n'est pas dans cette solitude des spectacles que vous faites, vous. Alors, c'est clair que quand on est seul en scène, on est seul en scène. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'orchestre devant, il n'y a pas de musicien vous derrière. Vous gérez le rythme, vous gérez le timing, vous gérez... C'est compliqué, il faut être faut être solide. Hein. Ouais. Et puis surtout solide, je veux dire, au niveau mental, parce qu'on peut vite être déstabilisé quand on est seul en scène, comme je le fais depuis maintenant plus de 30 ans. Et qu'on a des gens qui vous acclament, si on n'est pas un tout petit peu sain d'esprit, on peut vite péter un câble. Hein, parce qu'on est seul. On se prend tout dans la figure. Quoi. À la fin, j'ai fait l'Olympiade, à 2000 personnes qui se lèvent, qui crient bravo. Si on n'est pas un peu sain d'esprit, on pense qu'on est meilleur que les autres. Quand même, hein. Faut faire gaffe. Bah oui, peut-être c'est le cas. Hein. Je sais pas. En tout cas, moi, j'aime pas penser ça. Mais j'essaie de vivre ça le plus possible. C'est tellement incroyable. Oui, c'est sûr. En tout cas, quand on le vit dans la salle, quand on va vous écouter pour vos spectacles, il y a une ambiance incroyable. Ah oui. Mais les gens rient
toutes les 10 secondes. Oui, c'est même C'est parfois. un rire permanent, en Et fait. il y a des moments avec Sébastien, avec mon équipe, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ont ri tellement là? Puis ils me disent toujours, enfin, Sébastien me dit, c'est parce que t'es drôle. Ouais. Alors, c'est une bonne réponse, mais moi, des fois, franchement, et c'est pas du tout de la fausse modestie, mais il y a quand même plein de moments où je me dis, mais pourquoi il rit autant? C'est quand même curieux, quoi. Et après, quand je me vois, bon, moi, j'ai beaucoup de mal à me voir, mais quand je me vois, après, je peux comprendre, ouais, parce que c'est vraiment des fois tellement ridicule. Luc, toi, tu as quelque chose, un truc qu'on ne voit pas, une petite chose technique auquel tu te raccroches, ou alors tu es juste surdoué aussi et tu n'as pas besoin de ça? Non, 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 je ne suis pas du tout surdoué. J'ai contacté plusieurs marabouts africains, mais ils ne m'ont jamais rappelé. Donc, je me raccroche à une idée simple, celle de la générosité. Je crois qu'on fait des métiers qui nous imposent la générosité. Et cette générosité, elle doit nous servir de guide, de viatique. Et puisqu'on donne beaucoup, bah, en général, on reçoit beaucoup. Et c'est votre cas, Joseph. Et c'est bien mérité. Je Alors, sais pas, en tout cas, là, c'est vrai, la générosité, c'est très important, surtout quand on est en scène. Alors, ça me donne une transition magnifique parce que moi, j'avais bossé des transitions, mais finalement, j'ai décidé de les abandonner. Finalement, je les reprends. Les valeurs, parce que c'est aussi quand on travaille sa marque, quand on travaille un personnage, il y a des valeurs qui y sont associées. Et alors, moi, j'en ai quand même identifié certaines qui vous caractérisent. L'audace, Oui. parce que vous avez quand même créé ce personnage il y a longtemps. Donc, Il y a très longtemps. Ouais. ah, Bah oui, c'est vrai, il y a longtemps. donc l'audace, c'est pour parler, en fait, c'est pour donner des pistes aux gens qui essayent de s'interroger sur leurs propres valeurs et quand on travaille son personal branding ou sa marque personnelle, on essaye d'identifier les choses. C'est ça, en fait, le travail. C'est identifier les choses pour, ou peut-être, dans certaines situations, minorer un tout petit peu les choses ou les augmenter un tout petit peu, bouger les curseurs pour que ce qu'on a vraiment envie de faire passer passe. Donc, il y a l'audace, il y a l'humanité et l'accessibilité. Et ça, c'est quelque chose, en fait, on le voit dans la salle, quand vous avez une connexion et une familiarité avec votre public. Vous faites partie de la famille maintenant. Oui, oui, c'est ça. Mais ça, c'est aussi parce que parce que ça fait longtemps, parce que les gens me voient depuis longtemps, parce que quand je suis dans une... Alors maintenant, je le fais plus parce que comme je suis un peu fragile au niveau de la santé, je vais plus voir les gens après parce que tout le monde veut faire des photos, puis vraiment, il faut que je fasse gaffe, surtout quand c'est l'hiver. Mais j'ai une proximité avec les gens, oui, toujours. Enfin, quand les gens viennent m'aborder dans la rue, je dis jamais non quand on me demande de faire des photos. Enfin, il y a un côté très... les gens sont très familiers avec moi, mais jamais ils sont... on ne me rentre jamais dedans, quoi. Ouais. Il y a toujours une espèce de respect, mais c'est vrai que moi, je suis toujours très content d'entendre des gens dans la rue qui me disent qu'ils m'aiment bien. Donc, tout le monde m'a dit ça, en fait. Quand on parle de vous, et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit, hein, une marque, c'est ce qu'on dit d'une personne quand elle n'est pas dans la pièce. Il y a quelque chose qui revient, évidemment, énormément, c'est ça, c'est cette accessibilité, cette Oui, parce que- simplicité, malgré votre statut de star. Oui, mais je suis pas une star. Enfin, à partir du moment où on a... Moi, je suis très midinette. J'ai toujours adoré, comme on le disait, Nina Hagen. Et j'ai eu la chance de rencontrer ces gens-là. Et quand j'ai rencontré Nina Hagen la première fois, elle m'a... Je lui ai dit que je l'aimais beaucoup. Faut avoir beaucoup de courage pour aller vers quelqu'un qu'on connaît pas et lui dire qu'on l'aime. Et j'ai été très mal reçu et ça m'avait extrêmement vexé et blessé. Et je me souviens très bien m'être dit à cette époque-là, j'étais danseur. Je pensais pas qu'un jour je deviendrais célèbre. Mais je m'étais dit à ce moment-là, si un jour je devais devenir célèbre, je réagirais jamais comme ça. Parce que ça m'avait vraiment blessé. Donc je fais super gaffe à ça tout le temps. Et puis quand j'ai envie qu'on me laisse tranquille, bah, je reste chez moi. Ouais. Alors, il y a d'autres valeurs, évidemment, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, le travail et la discipline. Parce que... Ben ça, c'est la danse. Ouais. Quand on est danseur, on apprend ça. Sinon, on ne peut pas danser. Je veux dire, j'imagine que dans l'opéra, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a la technique classique, en tout cas à l'époque où moi j'étais danseur, c'était absolument nécessaire. Et c'est extrêmement rigoureux, c'est très très difficile. Ouais. Et ça, c'est vrai que ça m'a forgé et c'est mon caractère, il est comme ça. Je peux pas, moi je prépare tout comme quand j'étais danseur. Je répète beaucoup, je répète, jusqu'à ce que je trouve ce que je veux faire. Et oui, c'est la rigueur, la préparation, enfin on en revient toujours à la même chose. Hein. Et donc Luc, toi par rapport à ça, par rapport au travail et à la discipline, est-ce que tu notes que les gens ont vraiment conscience de ça par rapport à la préparation? Quand quelqu'un veut travailler un pitch, quand quelqu'un... Oui, moi j'insiste beaucoup quand je croise des gens qui ont envie de progresser. Je leur dis,
reposez-vous la veille, soyez en forme. C'est une épreuve physique c'est vrai, d'être en présence d'un public, être généreux, ça prend de l'énergie forcément. Et donc, il faut être en forme. Il faut être en forme, il faut vraiment bien répéter ce qu'on a à dire, s'échapper aussi de l'écrit. Ce qui fait la beauté d'une prise de parole, c'est qu'elle n'est pas lue, parce que le langage écrit et le langage parlé sont deux médias différents. Donc, il faut essayer d'écrire pour la bouche. Et c'est ce que vous arrivez à faire, Joseph, et vos personnages. Même si les spectacles sont forcément écrits, il y a un naturel dans le parler qui est spectaculaire. C'est ça qu'on essaye de trouver. En fait, quand les gens sont sincères, généreux et compétents, ils sont inoubliables, en fait. Et donc, c'est ce que je leur recommande. Voilà, d'être en forme. Ouais. Voilà. Et la préparation. Et préparer, évidemment. Préparer. À partir de quand tu sais que tu sais ton rôle? Eh bien, t'as des curseurs? Quand j'arrive à le brailler comme un putois dans ma voiture quand je roule, parce que j'ai une mémoire auditive. Alors, les gens me regardent avec des grands yeux au feu rouge, évidemment, parce que je ne grille pas les feux rouges, je fais attention. Donc, moi, c'est une mémoire auditive et je le répète à voix haute dans ma voiture, sinon les gens me prennent pour des fous. Bon, moi, j'ai un petit test, c'est-à-dire que je ne considérais pas que je savais mon rôle tant que je ne pouvais pas faire du ménage, de la vaisselle, autre chose en même temps. Ouais. Alors, il y a un truc, c'est que je ne le faisais pas au volant, parce qu'en fait, quand je répète au volant, j'accélère. C'est curieux. Ah oui. Alors, dès que j'étais dans mon par cœur à répéter mon personnage, j'accélérais. Donc, j'ai arrêté de le faire au volant. Alors, évidemment, le temps passe très vite. Ah oui, ça va vite. Ouais. C'est vraiment c'est trop court, mais voilà, c'est comme ça. C'est les formats d'aujourd'hui. Et puis finalement, si c'est trop court, c'est bien parce que les gens se disent, voilà, il vaut mieux ça. Alors, j'ai une petite séquence tac au tac. Ok. Alors, donc, ce sont les questions à Joseph Gorgoni. J'ai une petite question pour vous. Bon, l'idée, c'est de répondre un peu vite. Comment épelez-vous le feulement du chat? Comment je l'épelle? Oui. Plein de H, A, G, H, H, H. Ah voilà. Quel est votre aliment préféré, commençant par un V et finissant par un E? Des viennoiseries. Ah. Non, c'est pas ça? Vous en parlez beaucoup dans un spectacle. Non, en fait, tout ça, c'est le prétexte pour vous le faire dire. J'ai tellement ri pendant cette séquence. C'était laquelle déjà? Alors V, mais attends, je me rappelle plus. C'est carné comme. Ah, la viande. La viande, oui, ça c'est un truc qui me fait rire de le prononcer comme ça. Ouais. Parce qu'on dit je vais manger de la viande. Bon, si tu vas manger de la viande, ça a plein de significations. Et en fait, vous le faites pendant, je sais pas, presque, on a l'impression que c'est extrêmement long. Vous traversez la scène en faisant viande. Et c'est comme j'ai un copain qui s'appelle André aussi. Et on n'a jamais réussi à l'appeler André, on l'appelle André. Oui. Et à chaque fois, ça nous fait rire. Je ne sais pas pourquoi, ça n'a aucun sens, mais ça fait rire les gens aussi. C'était ma question d'après, donc voilà, okay. C'est parfait, c'est impeccable. Alors, j'ai une question très importante. Si Marie-Thérèse allait dans une braderie, elle choisirait plutôt Brad Pitt ou Bratwurst? Oh ben la Bratwurst de Brad Pitt. Ok, alors vite, la question suivante. Si vous deviez vivre ailleurs en Suisse, où serait-ce? Où est-ce que je pourrais vivre ailleurs en Suisse? J'aime beaucoup Genève quand même. Zurich peut-être, j'aime bien Zurich. Bon, et la langue, ça rappe un peu, mais c'est joli Zurich. Gland? Gland, c'est moche quand même. Je suis désolé pour les habitants de Gland, mais tout est joli entre Genève et Montreux. Ouais. La seule ville qui est moche, c'est Gland. Ah bon, d'accord. C'est fou, hein. Êtes-vous plutôt cénovice ou aromate? Ah, cénovice. Alors, j'en ai encore une autre. Si vous aviez un perroquet à la maison, que répéterait-il sans cesse? Oh, des saloperies. Ah. Je vais apprendre à dire des saloperies. Ouais, connasse, ou je sais pas, des trucs comme ça. Connasse. Ça me ferait rire, oui. Qui disent des gros mots à chaque fois, ou ta gueule, chaque fois que quelqu'un parle. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Ah, William Scheller. Ouais. Je sais pas si je suis d'accord avec ça. Ok. À quoi ressemble un schtroumpf sans son bonnet? À Joseph Gorgoni. Et puis, une question subsidiaire de Marie-Thérèse à Joseph. Donc, Marie-Thérèse, malheureusement, je ne sais pas faire, Marie-Thérèse, moi, malheureusement. Franchement, entre nous, est-ce que tu trouves que j'exagère? Oui. Ouais. Bien sûr. Bon. Mais c'est ça qui est drôle. Ouais, ça c'est sûr. Et ça nous donne beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, beaucoup d'évasion. Ça relativise beaucoup de choses. Et moi aussi, hein, ça me fait vivre en première classe, tout ça. C'est quand même très cool.
Voilà, il est temps malheureusement déjà de nous quitter. Donc, Luc, tu pars vers quoi maintenant, Luc? On va bientôt reprendre le dîner de con de Francis Weber, pièce dans laquelle j'ai le grand plaisir de jouer un connard prétentieux. De toute façon, je joue très souvent des connards prétentieux, je ne sais pas pourquoi. Il faut que je m'interroge là-dessus. Et puis, on est sur une adaptation d'une très célèbre en audio. Ah. Et donc, je vais peut-être faire le narrateur de cette BD dont je peux rien dire encore, mais voilà, il y a le travail de voix en cours et reprise d'un spectacle. Et puis, toujours mes cours avec mes étudiants et dans mes interventions d'entreprise. Voilà, je ne m'ennuie toujours pas. Bon, magnifique. Merci encore une fois d'avoir été là aujourd'hui. C'est toujours passionnant tout ce que tu as à nous partager. J'ai beaucoup de chance. Et vous, Joseph, vous continuez votre tournée jusqu'à quand encore ? Je crois que jusqu'au 5 juin, je crois, sauf erreur. Et puis ensuite, je reprends la tournée avec le CNI, qui commence fin août à Neuchâtel et fait toute la Suisse romande jusqu'en novembre. Infatigable. Et ensuite, je prendrai quelques vacances et on va sans doute écrire quelque chose de nouveau après. Mais il faut que je me pose un peu pour me reposer, puis reposer les gens aussi, parce qu'on me voit beaucoup. Reposer les gens, refaire, de nouveau avoir envie de quelque chose d'autre. Avoir envie d'écrire des conneries et de continuer à faire rire, quoi. Alors, un grand merci, encore une fois, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. On a passé un moment exceptionnel. On a beaucoup de chance. Je me trouve très chanceuse d'avoir réussi, que vous ayez accepté cette invitation. Avec plaisir, vraiment, c'était très intéressant. Et puis, notre audience aussi, qui a pu profiter de toute votre expérience et de cet avis qui est donné via les artistes du spectacle vivant. C'est pas toujours... Les coulisses, toutes ces coulisses, on n'a pas toujours accès à ça. Les gens fantasment beaucoup là-dessus, mais... C'est du travail. Ouais, mais c'est quand même, c'est pas tout le monde ne peut pas faire. Ah non, je crois pas. Tout le monde ne peut pas faire ça. Ah non, c'est des métiers compliqués, mais on n'arrive à rien sans boulot. C'est complètement débile ce que je dis, mais je crois que c'est la vérité. Encore merci. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Pour en savoir plus sur nos prochains épisodes, sur nos activités, vous pouvez vous connecter sur LinkedIn Omega Studio Geneva. Aussi vous connecter sur la chaîne YouTube d'Omega Studio parce que vous aurez des notifications quand nous avons des nouveaux posts. Merci également infiniment à l'équipe d'Omega Studio, notamment Cyril Gay-Christopherson pour la réalisation de cette émission, pour la préparation, et Édouard Rosier, notre réalisateur. Merci de votre écoute et à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Bye bye.